dans les années 70 avant de se perdre de vue. La façon que tu m'avais regardé comme un éclair qui éclaire la nuit. Tu m'avais dit, t'as du feu. La vie autour de moi n'était plus jamais pareil. J'avais pris du feu à ton regard. Embrasse-moi pour toujours. Donne-moi tes mains jusqu'à la fin de nos jours. Les hirondelles nous chantent notre amour. Et elle se trompe jamais. Nos origines sont bien différentes, mais ça peut animer quelques grisailles quotidiennes. Et ton sourire gaulois me chasse mes chagrins germaniques. Parfois mes silences te font râler, mais je ne paye pas de pot de vin pour du mutisme. On se comprend sans que je jase sans arrêt. Embrasse-moi pour toujours. Donne-moi tes mains jusqu'à la fin de nos jours. Les tourtereaux nous chantent notre amour. Et elle se trompe jamais. J'ai ressenti un sentiment unique dans ma vie, je crois. Viens et joue avec moi notre amour. Mon ange blond d'autrefois, mon amour pour toujours. T'es belle à jamais pour moi, et moi je reste fidèle à jamais pour toi. Je m'en fous de Shakira, Madonna ou Lady Gaga. Embrasse-moi pour toujours. Donne-moi tes mains jusqu'à la fin de nos jours. Les rossignols nous chantent de notre amour. Les rossignols ne se trompent jamais. Les rossignols ne se trompent jamais. Ses yeux qui étaient tellement profonds, il m'a complètement renversé. Tu veux un café?
C'est moi qui suis allée la chercher. Retrouvez Je t'aime, etc. avec le film Garde alternée. Bonjour et bienvenue dans Je t'aime, etc. Merci d'être avec nous. Bienvenue sur votre émission. Merci au public, merci infiniment. On va parler de plein de choses grâce à nos experts, nos amis. Ils sont là, ils vont répondre à toutes vos questions. On va vous donner des astuces aujourd'hui. Au sommaire, cet après-midi de Je t'aime, etc. Il était si sexy, elle était si rigolote. Le premier amour, on s'en souvient toujours. On finit même par le rechercher et parfois on le retrouve. Mais ça fait souvent pchit, vous voyez. Eh bien, Nicolas et Daniel, eux, se sont rencontrés à 17 ans. Ils se sont perdus de vue et 30 ans après, bam, ils se sont retrouvés. Par quel miracle? C'est notre love story du jour. Comment ça va? Très bien. Vous êtes grand sourire, vous êtes concentrés, c'est comme une équipe, on va rentrer sur le terrain et on va commencer cette émission par un chiffre. Un adulte sur 3 continue de penser à son premier amour. Si certains l'oublient, d'autres décident de partir à sa recherche. C'est l'histoire incroyable de Daniel et Nicolas. Ils se sont retrouvés 34 ans après leur toute première idylle. Et pour en parler, eh bien, on accueille tout de suite Myriam Elangouche, journaliste à la rédaction de Je t'aime, etc. Bien Myriam. Myriam, avec Marie Goran, vous avez rencontré Daniel et Nicolas, donc ils se sont aimés pour la première fois dans les années 70 avant de se perdre de vue. Oui Daphné, nous sommes en 1971 et Nicolas, un jeune Allemand, vient passer ses vacances à Pau. Il y rencontre Danielle, elle a 17 ans, c'est une jeune fille plutôt timide. Lui, c'est un hippie aux cheveux longs, au look un peu bohème. Ils se rencontrent dans un café et pour l'aborder, il lui demande tout simplement du feu. Daniel croise son regard et à partir de là, leur vie en est bouleversée. Nous sommes retournés avec eux à Pau sur le lieu de leur première rencontre 46 ans plus tôt. Tu te souviens? Ça fait tellement longtemps. Oh, ça fait plaisir de Je ne sais même plus combien d'années ça fait. On se met là où on était? Oui. Oh, qu'est-ce que ça fait plaisir. Ouais, ça fait plus que plaisir. Je me rappelle avoir été attirée par son regard et ses yeux qui étaient tellement profonds, il m'a complètement renversée. Au premier abord, ça a été le coup de foudre, quoi. J'ai ressenti un sentiment unique dans ma vie, je crois. C'est le sentiment qui ne se laisse pas mettre en mots. Je ne sais pas, ça a commencé aux racines des cheveux et ça allait jusqu'au petit doigt des pieds. Et c'est le moment qui pratiquement m'a fait graver Daniel, ma petite jolie blonde, dans mon cœur, dans mon cerveau, partout. Pendant les années que je ne l'ai plus vue, j'ai recherché pratiquement, quasiment, dans plein d'autres femmes, elle. Et ça, c'est une façon de tragédie à la fin, parce qu'on n'en trouve pas. On n'a qu'une Danielle dans la vie. Moi, bien sûr. C'est beau, hein. C'est beau et en même temps c'est triste. C'est beau, triste, c'est un nouveau mot, c'est beau, triste à peu près. Oui. Pourquoi ils se sont séparés à l'époque, s'ils étaient si amoureux? Ils se sont séparés pour une raison qui aujourd'hui nous paraît incroyable, mais il faut se remettre dans le contexte. Une Française et un Allemand, 26 ans après la fin de la guerre, ce n'était pas courant. On les appelait encore les boches à l'époque, et les amoureux devaient se cacher pour se voir. Ils l'attendaient de longues journées dans une petite chambre au 6e étage d'un immeuble, sans avoir l'assurance qu'elle viendrait le rejoindre le soir. J'étais là en haut dans cette fenêtre-là, à côté du balcon. Chaque fois, quand il y avait un solex, je tombais vers la fenêtre, je regardais en bas, et c'était pas toi. Alors j'étais déçu comme tout. C'était un amour caché parce qu'à cette époque-là, c'est vrai que quand on parlait d'allemand et de l'Allemagne, c'est vrai que ça portait toujours un peu à confusion.
Même si j'étais pas de cette génération, j'ai ressenti tous les conflits qu'il pouvait y avoir avec ce pays. Et mes parents, en fait surtout mon père, étaient quand même axés là-dessus et n'auraient certainement pas pu supporter que j'ai une relation avec un Allemand. Pour pouvoir continuer cette relation avec Daniel, j'avais pris tous mes courages ensemble pour prendre un rendez-vous avec son père et pour demander est-ce que Daniel pourrait venir avec moi à Berlin. Alors voilà, et ça c'était une faillite, une des plus grandes faillites de ma vie. Et je me suis fait virer de la maison et il n'y avait pas de question. Il m'a interdit mon amour, il m'a interdit mon futur. Et comme ça, c'était très dur pour moi. J'aurais dû insister et pas m'en aller, mais lutter plutôt pour elle et pas m'en aller comme un pauvre lâche. Hein? Je le vois parfois comme ça, maintenant. Oui, ils se sont quittés véritablement la mort dans l'âme. Nicolas est retourné à Berlin, ils se sont mariés chacun de leur côté, ils sont devenus parents, mais pendant ces 34 années, ils n'ont pas réussi à s'oublier. Et ils se sont retrouvés. Et comment ils se sont retrouvés? Alors, ils se sont retrouvés, maintenant on est tous sur Internet, sur les réseaux sociaux, mais à l'époque, Daniel, elle ne l'était pas, alors il l'a retrouvée un petit peu à l'ancienne, avec tout simplement un bottin. Il a d'abord retrouvé un membre de sa famille. Ça sert toujours. Et il est remonté jusqu'à elle. Pendant toutes ces années, Nicolas avait gardé précieusement leurs souvenirs. Par exemple, Daniel lui avait donné une lettre au moment de leur rupture avec les paroles de leur chanson fétiche. Et cette lettre, c'était devenu son trésor. Elle est mignonne. Pour moi, c'était une déclaration d'amour que j'ai pas eue une deuxième fois dans ma vie, et en plus par Daniel. Alors, j'ai pris la décision de la mettre dans cette petite bourse, on dit, je sais pas, et je l'ai portée pendant des très longues années autour de mon cou, et c'était mon porte-bonheur, si on veut. À la fin de l'année 2006, j'étais tellement malheureux, je me suis dit, mais peut-être il y a encore un rayon de soleil dans ma vie. Et ce rayon de soleil, c'était Daniel. Alors je me suis dit, peut-être le rayon de soleil est encore là. Et voilà, elle était encore là. Et elle a eu envie de parler avec moi. Et là on a commencé à se parler par l'Internet. Et je peux dire, j'ai commencé à écrire pour ma vie. Je l'ai ressenti comme ça. J'ai essayé encore une fois de la convaincre. Mais je n'avais pas besoin normalement. Parce qu'elle était déjà assez d'accord de me revoir. Il n'a jamais oublié. Il a porté cette lettre sur son corps pendant des années. C'est incroyable. Ils se sont retrouvés 30 ans plus tard. C'est bizarre. Ça doit être bizarre aussi de se quitter à 17 ans. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est d'être habité par quelqu'un pendant autant d'années et de ne pas pouvoir s'en défaire. C'est quelque chose qui dépasse le cadre d'une simple relation amoureuse. Mais je pense que c'est une relation existentielle. C'est gens qu'on arrive à la fin de sa vie, on est lié à quelqu'un et on ne peut pas s'en défaire. Et c'est pour ça que c'est merveilleux qu'ils aient décidé de se retrouver. Mais ça a dû faire bizarre. Ils se sont peut-être pas reconnus au début. Oui, en fait c'était un petit peu angoissant. Tous les deux avaient des appréhensions et Daniel avait peur surtout de ne plus lui plaire, car pendant toutes ces années il avait sacralisé son image. C'était devenu son idéal féminin. Ils se sont donné rendez-vous à Bilbao en Espagne en terrain neutre. Ils étaient tous les deux divorcés à ce moment-là et leurs retrouvailles ont été à la hauteur de leurs attentes. Et là, ça c'est magnifique aussi. C'est comme ça que je t'ai revu à Bilbao avec ce profil. J'ai dit, ça c'est ma Danielle. C'était un voyage à travers les temps. On s'est ressenti comme à l'époque en 74. Mais franchement, c'était, pour le dire courtement, dingue. Même nous-mêmes, on n'y croyait pas, quoi. Et quand on s'est revus, on a tout ressenti, les mêmes choses, le regard, les mots, tout ça. Quand j'ai senti son corps qui tremblait, comme ça, tout près de moi, il tremblait, mais c'était émouvant, quoi. Ça m'a vraiment touchée terriblement.
Et c'était exceptionnel. On a pu vivre quelque chose qu'on n'a pas eu à l'époque. On n'a pas eu des relations, des rapports sexuels à l'époque. On était tous les deux trop timides pour essayer ça en 1974. Mais ce week-end à Bilbao, ça c'était vraiment un truc de dingue. C'était leur première fois. Moi, il n'y a pas d'âge. Personnellement, il y a quelque chose qui me fascine et auquel j'étais complètement hermétique et incapable de concevoir ça il y a encore une dizaine d'années. Oui. C'est qu'en vieillissant, on se rend compte que voir les autres vieillir, eh ben, on ne les voit pas vieillir de la même façon à mesure que nous-mêmes nous vieillissons. C'est-à-dire qu'il y a une beauté qui traverse le temps. Et quelqu'un qu'on a trouvé beau à 20 ans, et si on en a été amoureux, et ben à 50 ou à 60 ans, on peut conserver quelque chose de merveilleux et vieillir avec quelqu'un, c'est toujours le trouver beau. Et je trouve que c'est extraordinaire d'entendre ce témoignage parce qu'ils ont été séparés si longtemps. Et il y a quelque chose qui est préservé, intact, un territoire préservé. Oh, ce que tu dis à Juan, je vais t'emmener à Bilbao. C'est vrai qu'ils ont perdu. Maintenant, ils vont plus se quitter, c'est bon. Non, cette fois-ci, Daphné, c'est la bonne, je vous rassure. Ils ne vont plus se quitter. Et ils ont pris leur destin en main à plus de 50 ans. Et 10 ans après leur retrouvaille, ils se sont même dit oui. Leurs enfants étaient ravis et admiratifs de ce mariage, signe d'une nouvelle vie dont ils ne veulent surtout pas perdre une miette. Il nous faudra encore beaucoup d'années pour rattraper le temps perdu. Oui, ça joue toujours avec parce qu'on est tous les deux, on a une nostalgie, une tristesse de ne pas pouvoir avoir nos vies complètement ensemble, ça c'est vrai. Mais on ne peut pas tout avoir dans la vie. Pourquoi ça vous émeut? C'est rien. De penser qu'on n'a plus beaucoup de temps. J'aurais aimé de passer la vie entièrement avec Daniel et d'avoir un enfant avec Daniel. Et si on n'avait pas dû se séparer en 1974, ma vie aurait été certainement beaucoup plus heureuse. Mais maintenant, nous avons notre vieillesse, on va dire, entre parenthèses, mais nous sommes heureux de la partager. Et nous la finirons, j'espère, du mieux possible. Cette sensation d'avoir perdu du temps et de pas avoir pu vivre cette histoire plus tôt. Qui autour de cette table a déjà recherché son premier amour? Moi. Oh, bien sûr. Ah oui, Ça ne m'étonne pas d'elle. Et alors? Vous avez juste regardé la photo? Mais vous avez essayé de rentrer en contact ou vous avez juste regardé la photo? Besoin de savoir ce qu'il devenait, s'il allait bien, s'il était heureux. J'avais besoin de Pas forcément de le retrouver, mais juste... Non, oui. Quand on dit premier amour, parce que moi c'est quelque chose qui m'interpelle en fait, parce que je pense pas qu'on a... Bon, alors une histoire très très forte de jeunesse. Oui. La première histoire où on est impliqué émotionnellement, effectivement. Oui. Mais ça peut même être... Personnellement, je pense qu'on n'a qu'un seul grand amour. En tout cas, ce chiffre, il est incroyable parce qu'un adulte sur 3 continue en fait de penser à son premier amour. Caroline, pourquoi ça nous bouleverse à ce point-là? Parce qu'un premier amour nous construit. Il va désormais servir de référence même à tous les autres amours qui vont suivre. Et puis pourquoi il se termine ce premier amour? Et là, c'est une illustration parfaite. Généralement, même s'il a été destructeur, même s'il nous a détruits, en réalité, on va toujours attribuer à des circonstances extérieures le fait de s'être séparés. Et après... du coup, il est complètement idéalisé. Oui. Donc voilà, ça reste le fantasme absolu. Et est-ce que c'est pas un problème ça? Parce que ça devient une valeur étalon et on le compare toujours au premier amour. Ça peut devenir un problème. Bon, les histoires d'après sont faites aussi, elles peuvent aussi nous rendre très heureux et on peut passer outre. Mais ce qui est sûr, c'est que, disons que quand on va, après avoir d'autres amours, on va toujours y aller avec l'expérience du passé, des leçons qu'on en a retenu. Tandis que là, la page, elle est complètement vierge, tout est à écrire. Mais on n'a pas une sensation à chaque fois qu'on nous dit « j'ai retrouvé mon premier amour » que ça marche à chaque fois.
C'est-à-dire que tous les ingrédients sont là pour que ça marche. D'abord, on voit l'autre avec les yeux de la jeunesse. Et lui nous perçoit exactement de la même manière. C'est-à-dire que... On les voit pas vieillir. Non, c'est pas qu'on les voit pas vieillir, c'est que d'un seul coup, on redevient jeune. En plus, on a cette indulgence, on a immédiatement les sentiments d'antan, c'est-à-dire avec l'enthousiasme de la jeunesse qui sont là, même si il ou elle nous a fait souffrir, le pardon est là depuis très longtemps. En fait, ce qui se passe, c'est exactement comme si on appuyait sur la touche rewind. Voilà, retour en arrière, ça, et on regarde ce qui se passe. Dans les scénarios américains, ça s'appelle What If, voilà, et on espère une happy end cette fois-ci. Donc on fait tout pour que ça marche, parce qu'on veut se donner toutes les chances. Donc forcément, ça marche. Ceci, c'est des amours qui sont pas finis. C'est un peu comme si on appuyait sur la touche pause. Il y a eu une touche pause dans l'amour en plein vol, en plein envol, et il a été bloqué. Est-ce qu'on reprend vraiment l'histoire au même endroit, Caroline? Oui. Oui, parce qu'il y a une intimité immédiate. Mais si on s'est rencontrés à 14 ans. C'est vrai, hein. Oui, mais... Mais bon, on s'explose les bouts. Là, il y a un message. Ça veut dire quelque chose, ça. Hein. Comment il s'appelait, Daphné? Non, alors moi j'ai pas de... Non, mais c'est pause et après ça... Voilà. Non, mais oui, parce qu'on a une intimité tout de suite, immédiate, une familiarité, on se connaît, on s'est connus jeunes, donc on s'est connus avec les défauts de l'époque. Même si c'est une sensation d'inachevé, c'est pas aller jusqu'au bout, ça a été... Pas forcément. Moi, je trouve qu'il y a surtout quelque chose. On ne sait plus, à un moment donné de nos vies, il y a eu une chimie et une attirance. Et ce qui est fascinant, c'est de pouvoir voir que 20 ou 25 ans plus tard, eh ben, cette chimie, elle est restée souvent intacte si on n'a pas passé les 25 ans ensemble. Et ben moi, vous savez, ça me le fait d'une semaine sur l'autre avec toi. Ça suffit. Non, mais Alexandra, en vrai, quand on vit un amour de jeunesse, il n'y a pas forcément de rapport sexuel, c'est ce qui s'est passé là dans cette histoire en tout cas. Donc lors de ces retrouvailles, la pression est de plus forte quand même. La pression. Oui, mais il n'y a pas plus de stress qu'à chaque première fois. Donc à chaque nouvelle rencontre, parce qu'on a une fâcheuse tendance à se mettre la pression, parfois pour des raisons complètement superficielles du style j'ai peur qu'il y ait des ragots sur mes performances sexuelles, ou des choses beaucoup plus sérieuses comme ah tiens cette personne compte, j'ai vraiment envie que ça se passe bien. Après en fonction de comment est-ce que ça s'est passé, le moment d'intimité sexuelle, s'il y en a eu un, on va réagir de façon différente. Vous disiez Caroline, mais tiens, l'alchimie reste intacte, et en fait non. C'est ce qu'on espère. Mais si on a eu une relation sexuelle et que ça s'est bien passé, c'est pas pour autant que la magie va réopérer. Ah, bah c'est pas mon expérience. Voilà. Ça peut créer une pression que de dire, tiens, est-ce que ce sera là? Et si ça a été bof, justement, si la relation sexuelle n'était pas terrible, là on a la pression de se dire, oh mon Dieu, j'espère qu'on va pas revivre la même chose, j'espère que ça se passera bien. Et évidemment, si on a une perception négative, mais ça risque d'engendrer évidemment beaucoup de pensées positives, beaucoup de craintes qui vont bien miner. Si on n'a pas eu de relation sexuelle avec son partenaire, comme c'est le cas justement de Daniel et de Nicolas, on aura pendant toutes ces années fantasmé. Mais oui, c'est ça. Et par définition, un fantasme est idéalisé. Et donc on peut avoir très très peur que ça ne se passe pas aussi bien qu'en pensée. Mais donc dans le cas de ceux qui veulent retrouver leur premier amour, qui peuvent attendre comme ça 20 ans, 30 ans avant de le retrouver, de le recontacter, est-ce que c'est ce fantasme-là qui fait tenir ? Oui, le fantasme a une place majeure. Maintenant, il y a deux cas de figure. Il y a celui qu'on retrouve dans l'histoire de Daniel et Nicolas, où ils n'ont jamais fait le deuil de la relation. Et donc là, le fantasme, il est présent, il est resté, et il a même été plus que probablement très handicapant pour pouvoir vivre de façon épanouie les relations qu'ils ont eues avant leur retrouvaille. Chez lui, on a l'impression. Oui, exactement. Et puis il y a un autre cas de figure où en fait un fantasme va renaître de ses cendres, c'est-à-dire qu'il était mis en parenthèse, entre parenthèses pendant un certain temps, et puis c'est face à une déception amoureuse dans la vie d'adulte qui fait que tout d'un coup on repense à cette relation passée dans la jeunesse et les fantasmes renaissent. Enfin, autour de moi, je ne vous dis pas le nombre de couples entre 45 et 55 ans qui ont divorcé et qui là revivent l'histoire d'amour avec leur premier grand amour. Il y en a au moins 3 que dans un cercle d'amour. Mais c'est la question qu'on se pose justement dans le cas où on construit une vie entière avec quelqu'un d'autre que ce premier amour, que cette première grande histoire, qui est toujours finalement dans un petit coin de sa tête. Est-ce que ça veut dire que toute sa vie, on s'est un petit peu menti, qu'on n'est peut-être pas si heureux que ça ?
Non, pas du tout, parce que il n'y a pas qu'une seule personne au monde qui puisse nous rendre heureuses. Heureusement d'ailleurs, c'est tant mieux. On va simplement être différemment heureux parce que c'est une personne différente. Bon, bah voilà, tout simplement. Bon, si ça vous a donné envie de recontacter votre premier amour, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux, ça nous intéresse. Partagez en tout cas votre expérience parce que ça nous fait, voilà, ça nous fait titiller un petit peu, ça nous fait un petit peu rêver. En tout cas, merci beaucoup Myriam et merci à Nicolas et Daniel de nous avoir confié leur histoire. Merci infiniment. On vous souhaite beaucoup de bonheur dans cette nouvelle vie. Vous savez tous les après-midi en répondant à vos questions dans cette émission. Je suis seule à crever et je sais. J'arrive, attendez-moi, nous allons nous connaître. Il faut que j'agisse, pensais-je. Elle correspond d'une manière optimale à mon idéal féminin. Des cheveux blancs, des yeux marrons et, si j'estime bien, seulement un petit arrondi sous sa blouse. Elle me semble être une combinaison vraiment réussie entre Jane Birkin et France Gall. Je fais comme si j'avais oublié quelque chose au billard. Je m'attrape une remarque bête que laisse échapper un type usant sa queue avec un maximum de précaution. Mais franchement, je n'en ai rien à foutre des grands envolis intellectuels de ce contemporain. Déjà sur le chemin vers le billard, j'ai capturé son regard qui m'a fait les jambes en caoutchouc et d'une seule traite des fluctuations de ma tension artérielle. J'espère que quelque chose de pas trop débile va me venir à l'esprit. Je dirais donc quoi? Mon français n'est quand même pas si médiocre que ça. J'estime qu'elle est française. Elle est beaucoup moins compliquée que moi, car elle se met une cigarette entre ses jolies lèvres et attend. Qu'est-ce qu'elle attend? Bien sûr, elle m'attend moi. Lorsque je suis d'une façon perplexe à sa hauteur, j'entends « T'as du feu ?» Quelle voix veloutée, comme celle de la publicité du chocolat Milka, la plus tendre tentation dès qu'il y a. Je souris d'un sourire, comme je l'espère, le plus charmant, en remerciant des dieux germaniques de nous avoir donné un rire silencieux, et je fouille dans mes poches. Je suis tombé amoureux d'une fille du sud-ouest de la France, et elle m'a de suite séduit. C'était en 1971, 26 ans après la guerre, cette guerre terrible qui avait séparé nos deux nations. Je t'aime, oh oui, je t'aime, avait chanté un certain Michel Sardou.
Et cette fille aux yeux de chevreuil m'avait donné un premier tendre bisou. Mais son petit père n'a pas trop aimé les germaniques. J'ai dû repartir sans elle au pays des Prussiens. Il nous a fallu 34 ans pour nous retrouver et pour construire notre nid de frelons, 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 notre nid de frelons. Même mon cher ami Jean-Paul devrait vivre dans un nid de frelons. Allez, nid de frelons. Oh, nid de frelons. Nid de frelons. Il manque même monsieur mon enfant devrait habiter dans un nid de frelons. Non, il veut pas vivre dans un nid de frelons. Il préfère nid de guêpe.